Bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le deuxième numéro. L'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel en live avec des décideurs et des acteurs de la Silver Economy et des univers des seniors. Nous sommes avec Blandine de Traverse, qui est associée fondatrice de la Maison de Blandine, qui propose une alternative innovante d'hébergement pour les personnes âgées et les seniors. Bonjour Blandine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, la Maison Bonjour de à Blandine, tous. est-ce que tu peux présenter la Maison de Blandine? Alors, oui, je peux présenter la maison de Blandine en deux mots. Alors, donc moi, je me présente en. D'abord, je suis infirmière de formation. J'ai créé euh, un cabinet d'infirmière libérale il y a 15 ans avec une orientation d'accompagnement en fin de vie. Voilà, et confrontée à l'extrême solitude des personnes âgées à leur domicile, en fait, j'ai souhaité créer des petits lieux de vie un peu différents qu'on appelle aujourd'hui de l'habitat partagé accompagné. Voilà, donc en fait, les maisons de Blandine, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'habitat inclusif, de l'habitat partagé accompagné. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une petite structure avec 23, 25 appartements pour les personnes âgées. On a souhaité mettre une dimension bigénérationnelle aussi dans notre projet. Voilà, mais mixer ces deux générations qui peuvent s'apporter énormément. Du coup, voilà, l'habitat, c'est parce que nos habitants ont vraiment leur domicile, hein. On parle aujourd'hui de virage domiciliaire. Donc, nos habitants sont dans leur appartement. Ils ont une cuisine adaptée, voilà, une chambre séparée s'ils le souhaitent. Et voilà. Et ensuite, il y a des espaces de vie partagés, des grands espaces de vie partagés qui font entre 180, 200 mètres carrés par maison. Donc, qui sont des lieux du vivre ensemble où les habitants se retrouvent pour co-construire et co-organiser la vie de la maison. Et c'est accompagné par une équipe formée d'une coordinatrice et d'une animatrice, voilà, et en fait, voilà, pour compléter cette équipe opérationnelle des maisons, il y a aussi les jeunes qui sont inclus dans cette équipe. Donc, les objectifs fondamentaux d'une maison de Blandine, c'est vraiment axé sur retrouver, garder un sentiment d'utilité. Voilà, c'est également ce lien à l'autre, rester, voilà, avoir des temps de partage, des temps de convivialité. Et comment on met cette vie et ce lien social en place? Ben, tout simplement en imaginant avec eux, donc ils sont vraiment à la source de la mise en place des activités. Donc on fait une co-construction d'un projet de vie sociale et partagée, on se réunit, voilà, avec les habitants. Il y a toujours une très grande liberté de choix, hein, chez nous, mais on les invite, on les incite, on les stimule à se retrouver pour partager des temps ensemble et pour imaginer les activités de la vie de la maison. Donc en fait, juste pour vous imaginer, imager avec quelques exemples concrets, dans les premières maisons qu'on a construites, donc qui sont plutôt en milieu rural pour certaines, plutôt en milieu urbain pour d'autres. Voilà, il y a des activités qui sont différentes, hein, en fonction de l'identité des habitants. À Blacé, on est plus autour des activités de jardin, de marche, d'activités extérieures, de jeux extérieurs. Voilà, à Limonest, on est plus autour d'activités autour de la musique. Il y a pas mal d'habitants qui donnent des conférences aussi, donc c'est plus intellectuel. Voilà, après, il y a également des activités d'art autour de la sculpture, de la peinture. Voilà, mais c'est toujours imaginé par les habitants et ça, c'est vraiment notre différence, hein, et on forme nos équipes à accompagner dans ce sens-là pour que les habitants soient vraiment des acteurs de leur vie. Tout à l'heure, tu as parlé de bigénération, donc là, c'est seniors et les jeunes. Oui. Pourquoi avoir choisi ce concept-là et que font les jeunes en fait? Concrètement, est-ce qu'ils ont un rôle dans la résidence? Ouais. Alors, effectivement, ils ont un rôle dans la résidence. Au départ, on avait
imaginé mixer les générations. C'était surtout pour la relation à l'autre, hein, pour des temps de partage, des temps de transmission, d'expérience de vie. Voilà, on sait que, enfin, en tous les cas, nous, on est certains que les personnes âgées peuvent vraiment nous apporter tout leur savoir-faire, leur savoir-être. Voilà, c'est eux qui ont construit notre pays, c'est eux qui ont construit notre histoire. Voilà, donc on trouvait que c'était intéressant. Et puis les jeunes, ils ont aussi voilà, des connaissances qui sont différentes et que moins accessibles aux personnes âgées. Vraiment, c'est voilà, cette transmission entre les générations qui nous semblait intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, voilà, en réfléchissant bien, on s'est dit que les jeunes pouvaient aussi avoir un rôle dans la maison. Et en fait, donc c'est le cadre sécuritaire de la maison, puisque aujourd'hui, ils font des astreintes entre 19h et 7h du matin et ils mettent en place également des activités le week-end. Donc, il y a vraiment des temps d'échange aussi le week-end. En fait, le profil de ces jeunes peut être très varié, c'est-à-dire que on peut avoir des étudiants, mais on peut avoir aussi des jeunes professionnels et dans nos jeunes, on a des jeunes qui ont entre 40, 45 ans, 50 ans, voilà, et qui cherchent tout simplement du lien social. En fait, voilà, la solitude, enfin, voilà, j'ai pas parlé du premier objectif qui est bien évidemment de rompre la solitude, mais chez les jeunes aussi, il y a une véritable solitude qu'on retrouve. Et notre objectif est aussi de pouvoir voilà, créer du lien, retrouver du lien dans nos maisons. Donc, au niveau des activités, c'est les habitants qui décident, en fait, qui Ouais. décident de l'orientation, de l'image, entre guillemets, d'activité des maisons de Blandine. Tout à fait. Alors en fait, on a un objectif de prévention en santé hein, qui est très fort aussi parce que c'est vraiment, ça fait partie des objectifs fondamentaux. Donc prévention physique, cognitive, nutritionnelle et le lien social et affectif qui sont vraiment les piliers fondamentaux d'un mieux vieillir. Et en fait, donc voilà. Donc nous, de façon systématique, dans nos maisons, on propose des activités mémoire, des activités physiques adaptées, de la gym adaptée. Voilà, et puis on a des repas partagés, des temps de repas partagés. Ça, c'est vraiment des beaux moments de convivialité et les habitants sont friands de ce genre d'activité. Voilà, et puis ce lien social. Donc voilà un petit peu comment on met en place aussi des activités un peu de façon systématique dans nos habitats. Et puis après, vraiment, on a ces temps de partage, de co-construction du projet de vie sociale et partagée, où ils vont mettre, où les habitants vont être amenés à mettre en place les valeurs qu'ils veulent voir régner dans la maison, la charte de vie, les besoins fondamentaux des uns et des autres, voilà, et les activités. Donc, en fait, voilà, il y en a qui sont demandeurs de mettre en place de la sophrologie, du qigong, de temps de cinéma, de sorties extérieures, de sorties culturelles. Voilà. Et tout ça, en fait, la coordinatrice et l'animatrice, leur rôle, c'est vraiment de pouvoir accompagner, faciliter la mise en place de ces activités. Donc, on a des prestataires extérieurs aussi qui interviennent. Hein. Voilà, on est implanté dans toujours en centre-bourg ou en centre-ville. Et en fait, on a aussi des liens avec la commune, hein, avec l'écosystème qui gravite autour de la maison pour aussi favoriser voilà, les sorties de nos habitants vers l'extérieur pour qu'ils restent des citoyens à part entière et aussi pour qu'il y ait de la vie qui rentre dans notre maison. On travaille avec les centres aérés, avec les écoles de la commune, avec les artistes de la commune, la vie associative. Voilà, donc toutes ces activités sont mises en place dans les maisons et c'est vraiment à la demande des habitants qu'on met en place tout ça. Une fois que les résidents ont défini les valeurs de la résidence, si un habitant qui part, il va y avoir des candidats, j'imagine, qui vont venir. Comment faire en sorte que la personne qui postule, entre guillemets, je ne sais pas le bon terme, est cohérente avec les valeurs, en fait? Ça se passe comment? Les Alors, résidents existants ont leur mot à dire ou non, alors les habitants
nous oriente un petit peu, hein, voilà. Mais par contre, non. Mais il y a des entretiens qui sont poussés et en fait, le recrutement de nos habitants, il est vraiment fait sur ce désir du vivre ensemble. Voilà, parce que c'est fondamental, voilà, pour que il y ait une vie harmonieuse qui puisse régner dans cette maison. Le vivre ensemble, le désir de vivre ensemble nous semble important. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment le seul critère de recrutement de nos habitants. Après, les profils des habitants qu'on recrute peuvent présenter des fragilités, hein, qui peuvent être cognitives, qui peuvent être physiques également, qui peuvent être voilà, des maladies neurologiques dégénératives, voilà. Et en fait, à partir du moment où ils ont ce désir de vivre ensemble, ou les enfants aussi, parce que on inclut vraiment, on est dans un objectif fondamental d'accompagnement des aidants. Et du coup, voilà, c'est aussi important pour nous que les enfants de nos habitants soient aussi dans cette dynamique de créer du lien, de vivre ensemble. Voilà. Notre maison, c'est vraiment une maison de famille, hein, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment rapporté par les habitants. Voilà, cette relation entre chacun qui fait un état d'esprit de maison de famille. Quand on a préparé, on discutait sur les personnes qui étaient plus ou moins on va dire, aisées dans la communauté. Par exemple, moi qui suis très attaché à la liberté, je me posais la question, est-ce que c'était fait pour moi? Et tu m'as dit que même des personnes qui n'avaient jamais vécu en communauté, quand ils découvraient la maison de Blandine et qu'ils y vivaient, en fait, au bout d'un moment, bah, ils se prenaient au jeu et ils découvraient quelque part, de manière favorable, ce mode de vie, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont voilà, éloignées des autres, soit par l'implantation de leur maison, hein, soit parce que dans leur vie professionnelle, ils n'ont pas forcément été en relation à l'autre. Ça, on trouve ça beaucoup dans le milieu rural, notamment. Et en fait, c'est assez touchant la manière dont, effectivement, apprivoiser les autres, créer de la relation, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et en fait, à partir du moment où on leur, voilà, mais enfin, on leur dit qu'on a vraiment besoin d'eux, qu'on a besoin d'eux pour aussi créer de la vie dynamique dans cette maison. En fait, les habitants se prennent au jeu et en fait, la relation à l'autre, on voit que c'est tellement enrichissant que enfin, ça nous nourrit, hein. Et en fait, vraiment, c'est assez facile finalement de créer de la relation. Alors, dans nos maisons, je disais qu'il y a 25 appartements à peu près, hein. En fait, on n'a pas des relations avec tout le monde, mais on arrive à identifier des profils vers lesquels on est plus attiré, vers lesquels on va créer plus de liens. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que les habitants se sentent bien. Et vraiment, moi, je trouve ça hyper touchant, hyper émouvant, la manière dont à 80, 85, 90 ans, même avec des fragilités, les personnes arrivent à rentrer en lien et en fait retrouvent de la vie à travers ce lien. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de maisons de Blandine à l'heure actuelle et parler de ton développement qui est important? Ouais, alors aujourd'hui, on a 5 maisons qui sont ouvertes, hein. Voilà, donc la société a été créée en décembre 2017. Aujourd'hui, on a 5 maisons ouvertes. On a 5 maisons en construction qui vont ouvrir en 2025. Enfin, il y en a en 2024 et 2025, voilà. Et ensuite, on a 25 projets qui sont bien avancés, c'est-à-dire avec des permis de construire déposés ou purgés, ou voilà. Donc, on se développe plutôt dans le quart sud-est aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai que voilà, on se développe et notre ambition est d'ouvrir 10 maisons par an d'ici 2026. Tu voulais parler du crédit d'impôt dans les parties communes. Ouais, Ça, ouais, c'est un ça, truc que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aussi. ouais, c'est un vaste sujet. En effet, on n'a pas d'aide hein, aujourd'hui de l'État.
Voilà, alors je dis ça et en même temps, dans nos maisons, on a quand même deux aides qui s'appellent les aides à la vie partagée pour nos habitants, hein. C'est vraiment voilà, les départements, la CNSA qui ont mis ça en place pour développer justement les habitats, pour aider au développement des habitats inclusifs. Voilà, donc, mais ce sont des appels à projets, on répond à ces appels à projets. Aujourd'hui, on a été sélectionné que sur le département du Rhône, donc avec Blassy Limonest. Voilà, dans les autres maisons, nous n'avons pas ces aides. Voilà, et en fait, c'est vrai que c'est assez frustrant de fermer la porte à des personnes qui n'ont pas les revenus suffisants pour venir dans nos maisons. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça, voilà, c'est vraiment un frein pour nous. Et en fait, euh, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, il y ait une aide pour nos habitants. Aujourd'hui, un habitant qui vit dans son domicile peut bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'il a une auxiliaire de vie, lorsqu'il a une aide ménagère, lorsqu'il a, voilà, il bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% parce qu'il est dans son domicile. Nous, c'est un domicile partagé. Donc, dans nos espaces de vie partagés, nos habitants ne bénéficient pas de crédit d'impôt. Ils ne peuvent pas bénéficier. Donc, la coordinatrice et l'animatrice qui sont là et qui aident nos habitants à cette vie partagée, en fait, nos habitants ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt parce que les espaces de vie partagés ne sont pas reconnus comme étant leur domicile. Donc, pour un exemple très concret, les habitants, s'ils prennent une aide ménagère, une auxiliaire de vie qui va venir les aider à préparer leur repas dans leur appartement, ils vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Quand notre coordinatrice ou notre animatrice va animer le repas partagé, donc cuisiner avec les habitants et préparer leur repas pour les 18-20 habitants qui seront présents, en fait, nos habitants ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt. Donc là, il y a une vraie inégalité, injustice, voilà, et du coup, on se bat pour pouvoir avoir cette reconnaissance de voilà, d'un crédit d'impôt dans ces espaces de vie partagés qui, pour nous, sont vraiment le prolongement du domicile de nos habitants. Donc, c'est vraiment leur domicile, hein, et c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qui est écrit dans leur contrat. Voilà, donc, on aimerait se faire reconnaître sur ce sujet. Si j'ai bien compris, les petites colocations bénéficient du crédit d'impôt même dans l'espace partagé. Oui, tout à fait. C'est Ce ça. sont, Alors que ouais. dès que c'est plus, Alors, en fait, dès que c'est une taille plus importante avec des espaces partagés, c'est plus le cas. ouais, c'est plus le cas parce que nos habitants ont un appartement, c'est pas une chambre. Oui, Voilà. d'accord. C'est ça. Ouais. Un point que vous voulez rajouter, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, hein. Benoît, il y aura une question, j'imagine. Est-ce que tu veux rajouter un point, Blandine? Non, j'avais deux questions à poser. La toute première, par rapport à vos concurrents antérieurs, les résidences-services seniors. J'ai bien noté que vous ne les appeliez pas résidences-services seniors. Ils avaient des modèles économiques qui étaient même très liés à la promotion immobilière, hein, c'est là où ils gagnaient de l'argent, et à une taille suffisante, plus de 100 appartements, de manière à pouvoir tenir compte des frais d'exploitation. Comment est-ce que vous arrivez, je pense que c'est la bonne formule, hein, c'est pas une critique, mais comment est-ce que vous arrivez justement à faire tenir cela? Comment est-ce que vous passez de 100 à 25 appartements, tout simplement? Ouais. Et la deuxième chose, parce que vous avez parlé, j'étais très agréablement intéressé, vous avez dit que vous aviez 25 projets en développement. Euh, qu'est-ce qui, quelle est votre force aujourd'hui, notamment par rapport aux communes, là où vous venez vous implanter, pour, entre guillemets, faire passer votre dossier devant certains de vos concurrents? Oui. Alors, la première question par rapport à la promotion immobilière, nous ne sommes pas propriétaires de nos maisons, en fait. Donc, nous, on est simplement gestionnaire exploitant des maisons. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, on a un modèle effectivement très différent de celui des RSS. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à maintenir ces habitats avec 25 appartements pour nos personnes âgées et des grands espaces de vie partagés. Parce que quand je parle des espaces de vie partagés, ça pèse dans la balance aussi quand même financière, hein, entre 150 et 200 mètres carrés
pour 25 appartements. Voilà, donc ça c'est voilà un petit peu notre modèle. Et aujourd'hui, par rapport au développement, effectivement, et les communes, l'appétence des communes. Alors c'est sûr que ce sont plus des communes de ruralité, hein, qui effectivement souhaitent nous voir arriver sur leur terrain. Euh, c'est une problématique parce que aujourd'hui, les investisseurs institutionnels ont des référentiels d'implantation qui ne sont pas forcément les nôtres et on a du mal à vendre à nos investisseurs des terrains, enfin des projets en ruralité. Donc ça, moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a une force, on a une réelle force hein, dans des petits villages, des petits bourgs, voilà, de s'implanter justement pour être accessible aux personnes de la ruralité pour qu'ils puissent rester sur leur commune. Et en fait, voilà, depuis l'inflation, au départ, hein, on s'est implanté dans des petites communes avec 1600, 2500 habitants, voilà, et ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème auprès des investisseurs. Voilà. Donc, on cherche d'autres investisseurs qui peut-être moins institutionnels, qui pourraient aller sur ces communes plus petites. Aujourd'hui, on a fait nos preuves, on fait nos preuves, hein, puisque nos maisons ouvertes, voilà, depuis enfin, de Blacé, Limonest, Sassenage qui est ouvert depuis 6 mois, se remplit, enfin voilà, on remplit nos maisons, hein, et voilà, il y a une vraie vie, on remplace les habitants, voilà, parce que malheureusement, il y a aussi des habitants qui cèdent. Donc, on fait nos preuves, mais malgré ça, les investisseurs institutionnels ont plus de mal à venir aujourd'hui sur des petites communes. Il y a une question dans le chat. Y a-t-il des engagements de durée de séjour dans la maison de Blandine? Par rapport à qui? Par rapport aux Aux habitants, habitants? enfin les Ouais, habitants, est-ce qu'ils s'engagent à ouais. rester Alors, nos habitants s'engagent. Alors, en fait, nous, on leur propose 2 mois de période d'essai parce que, voilà, c'est quand même enfin, une vie un peu particulière, hein, tu le disais, sur la liberté et tout ça, donc c'est toujours des interrogations. Puis, c'est un vrai deuil hein, pour les personnes âgées de faire ce pas, de rentrer dans une maison comme ça aussi. Donc, voilà, c'est méconnu comme système. Donc, nous, on propose 2 mois de période d'essai. Après, on a des contrats de bail de 3 ans, renouvelables, bien évidemment. Merci beaucoup, Blandine. Merci, merci. Merci à vous.